Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Martine Laurier, policière à la retraite. Elle nous présente son livre « De l'uniforme au désir d'en finir ». À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre apporte son sujet, les défis de la jeunesse en santé mentale. Nos invités en début de deuxième demi sont Céline Cyr et Dana Desjardins. On parle ensemble de soutien intentionnel par les pairs. Bienvenue chez nous. Ici Marie-Ève Vautrin-Nadeau. Et ici Émilie Journet. De la CSM filiale de Montréal. Vous écoutez Folie douce. J'accueille maintenant mon invité, Martine Laurier. Bonjour Martine. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission. Merci. Et on va parler de beaucoup de choses. D'abord, j'aimerais ça que tu te présentes, en fait, aux auditeurs. Tu es une policière retraitée, en fait, quand même une jeune retraitée de la police. On sait que les policières, de toute façon, et les policiers ont la retraite assez jeune. Oui, j'ai pris ma retraite à 55 ans. Ouais, et tu es autrice, tu as publié un livre. Puis j'aimerais ça que tu nous parles d'abord de ton vécu, parce que ce qui t'a amené à t'intéresser à la santé mentale, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui, il y a beaucoup de choses à dire en peu de temps. Je suis une policière qui a travaillé 29 ans à Montréal. Je suis rentrée dans les premières années où il n'y avait pas beaucoup de femmes, donc beaucoup de défis dans ma vie. J'ai eu une carrière qui a été un peu en dents de scie avec ma santé mentale, parce que c'est pas facile, le métier de policier. Et à un moment donné, je me suis aperçue que j'ai moi-même fait 2 crises suicidaires, hospitalisée en psychiatrie, médication, diagnostiquée, troubles anxieux. Tard dans ta carrière ou plus au autour début? de la quarantaine. OK. Donc j'étais rendue à peu près à 17-18 ans de service. Donc, c'est sûr qu'on cache ça derrière l'uniforme, on n'en parle pas. On vit avec ça, puis on se cache jusqu'à temps qu'un jour, moi, j'étais sortie de la noirceur de toute cette maladie-là en santé mentale. J'allais mieux, mais j'ai perdu un collègue, un ami qui s'est suicidé. Et okay. je me suis dit, le seul outil qu'on a en prévention suicide, c'est de parler. Alors, je me suis mis à faire des ateliers. J'ai proposé un projet au service de police. Donc, j'ai fait des ateliers de sensibilisation avec le programme d'aide des policiers les 4 dernières années. J'ai ensuite pris ma retraite et j'ai continué de parler de prévention. Ça m'interpellait, ça venait me chercher, j'en ai fait une mission. À l'intérieur des 4 dernières années, j'ai sauvé un policier du suicide. Je ne sais pas c'est qui. Il a donné mon nom au bureau du lieutenant-gouverneur général du Canada. J'ai reçu une médaille, service méritoire. En 2020 arrive la pandémie et plus de conférences. J'avais débuté faire des conférences avec mon entreprise qui s'appelle Vigilance ML. Donc, je me suis assise dans la pandémie à mon condo à Tremblant, un chic environnement, pas de problème, mais je me suis concentrée sur mon histoire. J'ai écrit mon livre en 4 mois. Un livre qui était écrit comme un bon enquêteur. Là. Vous savez, les faits, la date, la chronologie, bien plate à lire. Je l'ai ensuite soumis aux éditions Druide et qui, finalement, m'ont proposé de le réécrire, qui en a fait la version qui est sortie en octobre 2022 avec une dame écrivaine, journaliste, Catherine Lafrance. Elle en a fait un petit bijou qui, maintenant, depuis octobre, fait œuvre utile et me permet d'aller plus loin avec le livre que juste moi, ma propre personne. J'arrive de l'Europe. Donc, je suis allée faire une conférence en Belgique et un policier avait lu mon livre. Donc, on a parlé à l'école de police de là-bas. Ils m'ont fait venir. Donc, ça m'amène très, très loin. Oui. Quel titre porte ton livre? Le titre du livre, c'est « De l'uniforme au désir d'en finir ». Je pense que le titre ça part veut de dire, lui-même, ouais. mais c'est le sous-titre qui est le plus important. Mais... Des outils pour déceler la détresse profonde. Oui. Est-ce que c'est le métier de policier, d'après toi, qui t'a fait quasiment passer à l'acte de t'enlever la vie? Le risque suicidaire ou une descente aux enfers parce qu'on est dans le tunnel, dans le noirceur, n'est jamais dû qu'à un seul événement. C'est une multitude de facettes dans ta vie, de facteurs de risque qui se produisent. Donc, j'ai eu un divorce, 2 mariages, 2 divorces. J'ai été agressée sexuellement aussi. Je l'ai eu difficile au sein du corps de police parce que, on parle pas de ces dépressions. J'ai fait des dépressions, tout ça. Donc, je suis devenue monoparentale avec une enfant TDAH. Donc, c'est toutes des choses qui... difficultés financières, parce que quand tu deviens monoparentale, c'est difficile. Qui fait que quand je fais des conférences, je l'explique comme étant une charrette qui, ayant 4 roues, tu peux bien débarquer une roue de ta vie, en débarquer une deuxième, mais si tu les débarques les 4 roues, la charrette, elle va faire de la place.
Elle va faire du surplace, C'est ça, c'est-à-dire. elle bouge plus. Là. Donc, c'est un peu comme ça, je le représente, un humain qui, en quelque part, peut être capable de dealer avec un événement qui va pas bien, 2 événements. Mais moi, ma vie personnelle, elle est pas bien. Ma vie amoureuse, elle est pas bien. La seule place où je me sentais bien, c'était au travail. Puis il est arrivé un incident au travail où j'ai eu à rencontrer mes boss, mes supérieurs, et où j'avais une mesure disciplinaire qui me pendait au bout du nez. Okay. Et ça a fait que c'est la dernière roue de la charrette qui est partie. C'est ça, parce personne n'est à l'abri, tu sais, dans le fond, que ce soit, peu importe notre travail, peu importe notre caractère, on peut être très fort, mais tu sais, comme tu dis, s'il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps, c'est l'accumulation. Là. Au Québec, il y a 3 suicides par jour. Ouais. En arrière de chaque suicide, il y a entre 6 à 10 personnes qui sont endeuillées par le suicide. C'est ça, c'est énorme. Donc, c'est énorme. Ça touche tout le monde. Quand je fais des conférences, je vais vous le faire, le test. Vous, est-ce que vous avez-vous déjà été touché par quelqu'un de près ou de loin qui se serait suicidé, un frère, une sœur de la famille, des amis? Quand je fais des conférences, je demande aux gens de lever la main. Ben, je suis toujours surprise parce qu'il y a entre à peu près 80 et 90% des gens qui lèvent la main. Mm-hmm. Donc, c'est un sujet qu'on parle encore peu parce que c'est difficile. Hein? Le suicide, c'est une question d'émotion. Donc, c'est difficile de parler de ses émotions, mais je pense qu'il faut le faire. Il faut apprendre à le faire. Et ça baisse pas, les statistiques. Tu sais, à un certain moment, ça a baissé. Là. On avait peut-être 4-5 personnes par jour qui étaient... Puis le 3, c'est quand même beaucoup trop. Là. Oui. Puis mondialement, il y en a beaucoup aussi. C'est 800 000 suicides par année dans le monde. Incroyable. Hein? Mais en quelque part, la pandémie ne nous a pas aidés. Oui. Elle nous a isolés. Mais les stats étaient mauvaises aussi avant. Oui, étaient très mauvaises. Mais ce que je sens comme vent de changement, par contre, c'est que le milieu du travail commence à se mobiliser. Et là, on en parle plus. Puis moi, actuellement, je suis de plus en plus demandée dans des organisations en uniforme, faire des conférences, faire des ateliers. Évidemment, encore là, le livre a fait son bout de chemin, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut en parler pour savoir comment déceler quelqu'un qui va pas bien, pour le prendre par la main et l'amener jusqu'à la bonne ressource. Malheureusement, on a des listes d'attente. Donc, pour s'assurer que cette personne-là ne passe pas à l'acte, ça prend des parents aidants, ça prend des sentinelles, ça prend des gens alentour avec de la bienveillance, de la compassion, qui vont amener ces gens-là vers la bonne ressource. Et ce qu'on fait maintenant aussi, tu sais, d'en parler, démystifier. Est-ce que, d'après toi, tu sais, c'est sûr que tu as une carrière, puis au moment que tu as commencé, probablement que les services étaient moins là, mais est-ce que dans la police, est-ce qu'actuellement, ou dans les corps policiers en général, est-ce qu'il y a plus d'aide? Est-ce que c'est plus facile de... Si quelqu'un se sent pas bien, c'est mieux vu? Oui, mais je pense qu'on en parle de plus en plus, ça crée des listes d'attente. Oui, bien sûr. Donc, c'est l'effet pervers un peu de ça. Mais je dirais que dans les organisations, ils s'outillent de plus en plus à avoir de l'aide pour les gens en uniforme. Mais le nœud de la guerre, oui, les ressources sont là, mais le nœud de la guerre, c'est que la personne qui est souffrante ne veut pas en parler. Elle se sent honteuse. Donc, c'est tout cette stigmatisation alentour du fait du mal-être intérieur qu'on ne veut pas dire, surtout pas quand on porte un uniforme. Ouais. Puis là, je dis pompiers, policiers, ambulanciers, paramédics qu'on dit maintenant, les agents correctionnels, ils sont tous touchés par ça. Encore depuis la sortie de mon livre, en octobre 2023, moi, personnellement, j'ai comptabilisé 5 à 6 policiers qui se sont suicidés. Ça fait 1 an et quelques mois. Ouais. Et 5 pompiers. Parce que j'ai un gros réseau, puis que finalement, je finis toujours par savoir ce qui n'est pas des heureuses nouvelles. Mais bon, donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais les proches aussi, j'imagine, doivent faire quelque chose. Tu dis qu'il y a une liste d'attente, mais à quelque part, les proches, mais comment? Des fois, c'est pas clair. Tu sais, est-ce que les gens autour de toi sentaient que ça allait pas bien? Je suis contente que tu m'en parles, parce que ça me permet de te dire que je suis à l'écriture d'un 2e livre actuellement, qui va sortir en 2025. Et le 2e livre, qui vient tout juste hier d'être approuvé par ma maison d'édition Druide. Druide, qui est aussi l'entreprise qui s'occupe de toutes les antidotes dans les ordinateurs. Ouais. Donc, je suis très fière de faire partie de cette maison d'édition-là, qui me respecte là, dans l'écriture et tout ça. Puis quand le livre, je l'écris avec Catherine Lafrance, j'ai fait le premier comme ça, le 2e va être la même chose. Et là, on va toucher les dommages collatéraux. Tous ceux qui survivent au suicide, parce qu'ils survivent de ça, ils sont malheureux. Là. Ils ont perdu quelqu'un qu'ils aiment, mais ils n'ont pas su le déceler. Donc, ils sont dans la culpabilité. Ils n'ont pas de réponse, des fois. Ils n'ont pas de réponse, ils ne comprennent pas. Et ils n'ont pas
eu de formation sur comment déceler cette souffrance-là avant que ça arrive. Ouais. Tu sais, on fait des formations sur le ACR. On fait des formations sur les signes ACV. Ouais. On n'en fait pas en prévention suicide. Puis pourtant, moi, ce que je fais en atelier ou en conférence, c'est donner des outils. C'est quoi le cas? Comment on détermine l'urgence d'intervenir? Le comment, le où, le quand il va le faire. Le quand, c'est ce qui est le plus important. Il va-tu le faire avec son plan qu'il a déjà déterminé dans les prochains 24 heures? Si c'est ça, là, ben dors en cuillère avec lui. Là. Donc, lâche-les pas. Il faut poser des questions. C'est faut ça que poser des questions. quelqu'un me disait ça, des fois des questions simples, tu sais, de ne pas avoir peur de poser des questions. Non. Est-ce que tu penses au suicide? Est-ce que tu as décidé quand tu le ferais? Puis il y a un mythe qui dit que si on parle du suicide, ça va donner l'impression à la personne qu'elle va passer à l'acte. C'est faux. Puis il y a un autre mythe qui dit « Ah ben je suis correcte parce qu'elle est suivie par un psychologue. » Moi, quand j'ai fait ma première crise suicidaire, j'étais suivie par le programme d'aide des policiers. Ouais. Ça ne m'a pas empêché de vouloir passer à l'acte. J'ai amené mon arme à feu à la maison, puis mes enfants étaient couchés dans la chambre à côté. Mais heureusement, j'avais passé devant mes boss la veille, ce qui a fait pour la mesure disciplinaire, ce qui a amené à ma dégringolade. J'ai une policière qui travaillait à mes côtés, une collègue qui, elle, me voyant pas rentrer le lendemain matin, a alerté mon superviseur, a dit « Moi, je veux casser le cadenas du casier de Martine et mon arme n'était pas là. » Parce qu'à un moment, ils se posaient au poste. En général, les policiers laissent leur arme au poste. C'est ça. Et j'étais, la veille, quand j'étais partie du bureau, j'étais partie avec mon arme à feu, puis je voulais me tirer chez nous dans la nuit. Je me suis battue avec mon arme à feu toute la nuit. Puis là, quand on dit se battre avec une arme à feu, c'est que tu es dans l'ambivalence entre le désir de mourir et le goût de vivre. Puis ça, là, en quelque part, on parle souvent, est-ce que c'est un acte courageux ou un acte de lâcheté? C'est ni un ni l'autre. C'est que de la détresse. On veut s'empêcher de souffrir. On veut juste arrêter de souffrir. Mais est-ce que tu comprenais j'imagine que tu comprenais les conséquences? C'est énorme, là. Tu reviens n'y pas. penses pas. Mais tu reviens pas, là. C'est sur fini, le moment présent, c'est pas ça qui est ton ressenti. Ton ressenti, là, puis je le fais en conférence, c'est que j'ai un texte qui est aussi dans le livre, où j'explique c'est quoi les émotions qu'on ressent quand on est dans cette descente aux enfers. Elle est physique, elle est psychique, elle est totale, ça met ton corps à terre, après t'es fatigué. Elle est dans « je suis plus bonne, je suis plus ci ». À ce moment-là, j'étais pas une bonne policière, pas une bonne mère, pas une bonne femme à aimer. Les enfants auraient été mieux avec une toute autre personne que leur propre mère. T'es pas dans l'estime de soi, là, est pas à terre. Elle est en dessous du tapis, tu comprends-tu? Donc, il faut absolument... Il faut en parler plus. C'est sûr, parce qu'on souvent, on réalise pas ça. Les gens qui n'ont pas vécu cette détresse-là, ils réalisent pas, là, mais c'est important d'en parler. Ça touche tout le monde. Tu sais pas quand est-ce que ça peut t'arriver. Donc, si tu le sais pas, ça serait le fun qu'on ait de plus en plus de monde qui fasse un maillon puis qui soit formé à c'est quoi les signes, les facteurs de risque, les facteurs de protection, le filet de sécurité, le COC, comme je vous ai expliqué. Puis vous savez, dans le domaine médical, ça, là, ils s'en servent du fameux COC, qui est l'abréviation du comment, du où et du quand, pour déterminer l'urgence d'agir. Mais on n'en a pas parlé auprès des écoles, auprès des universités. On n'en parle pas. Il faut continuer à le faire. Encore dernièrement, la semaine passée, j'étais au campus Notre-Dame de Foix, où je faisais une conférence auprès de 300 étudiants, policiers, pompiers, paramédics, agents correctionnels. Les 300, parce qu'après, je fais faire des rétroactions. Les 300, quand pour des jeunes, tu as une rétroaction globale de 4,7 sur 5, ça commence à être pas si mal, là. On a déjà le temps, c'est déjà tout. Il va falloir que tu reviennes. Ben moi, je serais super contente de revenir. Mais j'ai plein de choses à dire. Est-ce qu'on cherche ton nom, Martine Laurier? Oui, on cherche mon nom, Martine Laurier, ça peut fonctionner. On peut chercher aussi Vigilance ML. Je suis présente sur Facebook. Je suis présente aussi sur le site LinkedIn, oui. Ça. Mais j'ai mon site Internet. En cherchant ton nom, oui, Vigilance ML, vous pouvez m'écrire. Merci beaucoup, Martine Laurier. C'était super intéressant. Puis on te réinvite, c'est sûr. Là, je l'espère. Il faut qu'on en reparle, c'est certain. Quand mon deuxième livre va être sorti en 2025. Promis. Merci beaucoup. Super. C'est moi qui te remercie. Au revoir. Au revoir. Notre site web est la porte d'entrée vers tous nos contenus et réseaux sociaux. Branchez-vous sur antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Nous voici maintenant rendus au segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Aujourd'hui, ton sujet, les défis de la jeunesse en santé mentale. Oui, et c'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet. Comme à mon habitude, c'est un article qui s'appelle « Une jeunesse interrompue par ses défis en santé mentale ».
Oui. Non, j'ai dit le web n'a plus de secret pour toi. Surtout en santé mentale. Tu déniches des bons... Mais sérieusement, j'ai toujours peur que le sujet s'épuise et puis jamais ça ne s'épuise. Il y a toujours de nouvelles choses, de nouvelles idées qui sortent, de nouveaux angles. Oui, de nouvelles facettes et tout. Hein. Ouais. Alors, c'est écrit par Mme Louise Maud Rioux-Soucy. Alors, elle est déjà chanceuse. Elle a 4 noms. Tu vois, j'en ai seulement que 2, moi. Alors, cette Mme Rioux-Soucy est journaliste éditorialiste. J'ai pris ça sur le site ledevoir.com. Alors, cette Mme Rioux-Soucy nous dit « Comment vont nos jeunes? » C'est le titre qui coiffe une récente enquête sur cette épineuse question. Certaines réponses fort inquiétantes devraient mobiliser plusieurs ministères et plus largement toute la société québécoise. Une nation qui néglige sa jeunesse creuse sa propre tombe. Ce péché mortel, tous les pays l'ont cultivé malgré eux, tandis qu'ils joignaient avec les contingences d'une pandémie mondiale. On récolte malheureusement ce qu'on a semé. Nos jeunes n'ont toujours pas retrouvé leur plein élan d'avant la fameuse COVID-19. Au secondaire, ils sont maintenant 4 sur 10 à déclarer des symptômes anxieux ou dépressifs. Au cégep et à l'université, cette proportion est de 1 sur 2. On répète, 1 sur 2. Plus préoccupant encore, 1 jeune sur 4 rapporte avoir nourri des idées noires, dont 10% de manière soutenue. Ne nous leurrons pas, nous dit Mme Rioux-Soucy. Nourrir des idées noires n'est pas une hyperbole ici. Dans le cadre précis de cette étude, cela veut crûment dire avoir pensé qu'on serait mieux mort ou avoir pensé à se faire du mal au cours des 2 dernières semaines. Ce mal de vivre n'a rien du caprice. Il est même pour certains profond, spécialement chez les filles du secondaire, surreprésentées dans cette catégorie. En isolant nos jeunes pour leur sécurité et celle des plus fragiles d'entre nous, on a appauvri et réduit leur contact franc. Cet effritement n'est pas qu'une résultante pandémique, elle est aussi le fruit d'un temps qui fonce tête baissée dans le virtuel. Ces 2 phénomènes mis ensemble ont fait en sorte que nos jeunes se sont plus que jamais centrés sur le travail et leurs écrans et moins sur les relations riches et profondes en personne, avance la docteure Mélissa Généreux, qui est médecin conseil à la santé publique de l'Estrie et responsable de cette enquête. C'est un peu la pire conjoncture qu'on pouvait avoir. Effectivement, tu sais, les jeux puis le temps en ligne s'est mis à monter. On a eu la pandémie. Là, les 2 ensemble, ça fait comme un mauvais mélange. Hein. Oui, mais moi, remarque que les fameux jeux vidéo, puis et la présence en ligne, là, de chatter. Dans le fond, c'est merveilleux en tant que technologie, tout ce que ça nous apporte, mais c'est parce que c'est devenu une béquille. Il y a de l'addiction chez les jeunes. Ouais. S'ils sont sans leur téléphone pendant une journée, oublie ça. Là. Nous autres, on pourrait s'en passer de nos téléphones pendant une journée, mais il y a certains jeunes qui sont incapables. Oui, ils deviennent addicts, comme tu dis. Alors, Mme Rioux-Soucy nous dit, cet isolement teinte toutes leurs attaches. Nos jeunes ont moins d'amitié profonde pour se confier. Leurs familles sont plus petites, souvent divisées. Leurs profs sont dépassés et épuisés. Les intervenants sur lesquels ils devraient pouvoir s'appuyer sont débordés et en manque perpétuel de ressources. Or, ce dont nos jeunes ont le plus besoin en ce moment, c'est justement des personnes à qui se confier pour entamer le premier dialogue, selon l'expression de la docteure Généreux. Ce qui suppose aussi des formations et plus de ressources pour ces aidants naturels. Ça va faire un temps, tu sais, les technologies, mais je pense qu'à un moment donné, on va peut-être justement maturer dans ça, puis on va peut-être se dire, ben c'est bon pour certaines choses, mais il faut mettre de l'avant, tu sais, la présence, la communication, tu sais, ça a toujours, à travers les siècles, ça a toujours fonctionné, alors pourquoi ça ne fonctionnerait plus aujourd'hui? C'est ça, mais là, depuis maintenant plusieurs années, on a eu notre leçon, c'est-à-dire que c'est merveilleux, mais on peut devenir accro. On est peut-être allé trop loin. Un paquet de choses. Oui, c'est ça. Alors, ce premier dialogue est en effet un des éléments essentiels pour augmenter le bien-être et la santé mentale positive de nos jeunes. L'objectif est crucial. Il revient d'ailleurs presque mot pour mot dans le rapport de surveillance de l'Institut national de santé publique du Québec intitulé « Les comportements suicidaires au Québec, portrait de l'année 2023 », publié au début février de la même année.
Là aussi, les nouvelles étaient spécialement préoccupantes pour les jeunes filles. Les adolescentes de 15 à 19 ans présentent la hausse la plus marquée de taux d'hospitalisation pour une tentative de suicide. Les 10 à 14 ans ne sont pas en reste. Les taux de tentative de suicide ayant plus que doublé en 10 ans chez elles. C'est quelque chose. Énorme. Oui. Cette surreprésentation féminine n'est pas une exception québécoise. On l'observe dans d'autres pays comme l'Australie et les États-Unis. Elle pourrait s'expliquer en partie par une plus grande propension à chercher de l'aide. Tant mieux, mais ce n'est pas le genre de cri d'alarme qui peut attendre. Le ministère de la Santé doit sortir de sa gestion obtuse des listes d'attente. Les dommages collatéraux sont partout dans les yeux de notre jeunesse. Mais je m'arrête ici, Yvan. Puis on poursuit, bien sûr, à l'Espresso allongé, le même sujet. Merci, Pierre, pour ça. À venir dans l'émission, Céline Cyr et Dana Desjardins de la ressource Prise 2 parlent du soutien intentionnel par les pairs. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec les défis de la jeunesse en santé mentale. Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. De retour au micro à Folie Douce, qui se donne le mandat d'aller plus loin en dévoilant le vrai visage de la santé mentale. J'accueille maintenant mes invités. Céline Cyr, bonjour Céline, bienvenue à Folie Douce. Bonjour. Et Dana Desjardins, bonjour Dana, bienvenue à Folie Douce. Bonjour. On va parler d'une belle approche aujourd'hui, qui est le soutien intentionnel par les pairs. On va savoir ce que ça mange en hiver, comme on dit chez nous. Céline, j'aimerais d'abord que tu me rementionnes un peu ce que fait Prise 2, parce que tu y travailles, je crois, ou en tout cas, tu y œuvres depuis quelque temps. Donc, qu'est-ce que la ressource Prise 2 fait? Comment on peut la décrire, finalement? OK. Donc, Prise 2, c'est une ressource communautaire alternative. C'est un centre de traitement alternatif pour les personnes dites en santé mentale. Donc, aussi, on appelle, si vous ouvrez sur le site web, on est aussi une communauté d'appartenance. C'est pas juste une ressource où est-ce qu'on reçoit des services, mais c'est aussi une ressource où est-ce qu'on s'implique de différentes façons. On y trouve des suivis thérapeutiques, des groupes d'entraide de toutes sortes, le CIP dont on va parler, des groupes d'entendeurs de voix et autres, toutes sortes d'ateliers. Et c'est les personnes qui peuvent y faire affaire, c'est des membres, mais aussi c'est ouvert. Une portion des activités sont ouvertes aux membres de la communauté. Ça fait longtemps que Prise 2 existe. Moi, ça fait longtemps que j'entends le nom de l'organisation. Oui. Ça fait 35-40 ans. C'est ça, plusieurs dizaines d'années. Oui. Peut-être je rajouterais qu'on est dans le nord de Montréal. Oui, c'est ça. C'est depuis toujours, mais tu sais, ça fait partie un peu des premiers organismes qu'il y avait quand il y a eu la DESINS, puis les services en santé mentale, ça allait un peu dans la collectivité. Prise 2 fait partie un peu de ces origines d'organismes-là à l'époque. Là. Puis comme tu disais, Céline, on va parler d'une approche qui est intéressante, c'est le soutien intentionnel par les pairs, qui a un nom aussi en anglais, mais Dana, tu vas pouvoir nous mettre la table sur cette approche-là. C'est intéressant, c'est assez récent quand même, hein? Bien, ça fait plusieurs années. Céline va parler plus depuis quand ça existe, puis d'où c'est venu. Ouais. Mais nous, à Prise 2, ça fait faire 6 ans qu'on a pris une première formation et on a fait une dernière formation il y a 1 an pour devenir formateur accrédité. Ouais. Et comment on peut définir ce que c'est? En anglais, on dit « intentional peer support », là, je pense que c'est ça? Oui, en français, on dit le soutien intentionnel par les pairs. Oui. Dans ça, ben, on a vraiment 4 tâches qu'on utilise et 3 principes. Les 4 tâches, on parle de la connexion qui est la plus importante. Quand on fait de l'entraide, on doit être connecté. Ouais. On se sent vu, entendu, et s'il n'y a pas de connexion, ben, il n'y a pas de relation. Parce que c'est pas des chaises avec qui on fait affaire, c'est des êtres humains. Voilà. Il faut qu'il y ait une bonne connexion humaine, en fait, c'est ça? Non? Oui, c'est essentiel pour pratiquer l'entraide, surtout avec le CIP. Il y a aussi, ben, c'est une approche vraiment qui
est guérissant parce qu'on travaille les traumas. Puis souvent, les traumas ils ont été faits par les membres de notre famille, c'est fait par d'autres personnes en général. Donc, les relations sont plus difficiles en général. Alors, dans ce groupe d'entraide-là, avec le CIP, on est unis ensemble à vouloir guérir ces blessures-là et avancer dans la vie. Là. C'est une approche qui a été mise en place aux États-Unis ou ailleurs? L'origine de ça, est-ce qu'une des deux peut répondre? Oui, certainement que je peux répondre. C'est une approche qui date au moins d'une 30aine d'années, qui a été inventée par Sherry Mead, une Américaine. Donc, elle, c'était une personne qui avait un historique psychiatrique, qui avait eu plusieurs hospitalisations. Et puis, donc, elle voulait développer quelque chose pour pas être retournée à l'hôpital, mais elle voulait faire quelque chose de différent de l'hôpital. Elle voulait pas avoir une prise en charge où est-ce qu'il y a un expert ou que quelqu'un prenne le contrôle. Donc, c'est là qu'elle a développé l'entraide. Et vu que c'est une approche par et pour, autant à Prise 2 que Sherry Mead s'est développé ensemble. Donc, c'est avec ses pairs, PAIRS, qu'elle a développé ça. Et avec le temps, ça l'a vraiment pris de l'ampleur. Donc, maintenant, là, quand on se parle, il y a du CIP, il y a des pratiques CIP. Je vais en parler un peu, quelle nature ça peut prendre. Ouais. Il y a des pratiques CIP à travers le monde. Okay? Il y en a un peu partout au Canada, dans les différentes provinces. Il y en a aux États-Unis, évidemment. Il y en a en Angleterre, en Écosse, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Scandinavie et d'autres endroits. Et ce qui est particulier avec Prise 2, avec le CIP, c'est que c'est la première fois que ça se fait en français. Okay. Donc, on a eu à traduire des outils, on a à traduire un livre. Donc, en francophonie, c'est ici que ça a parti. Et quand je dis pratique CIP, ça comprend l'entraide, mais c'est quoi l'entraide? Nous, on a décidé, le Prise 2, de développer ça dans un groupe d'entraide. Mais ailleurs, ça peut être des pairs aidants qui sont formés selon le CIP. Et le CIP, le soutien intentionnel par les pairs, c'est tellement une approche riche de toutes sortes de façons qu'aux États-Unis et ailleurs, mais aux États-Unis, c'est là que ça a parti, il y a des centres de répit, des centres de crise qui sont, et où est-ce qu'il n'y a pas d'intervenants, c'est juste des pairs aidants qui sont formés au CIP. Mm-hmm. Donc ça serait un rêve qu'on caresse, qu'on aimerait ça. C'est comme du pour et par, là, tu sais, des gens qui ont vécu des problématiques de santé mentale, qui aident d'autres personnes qui ont certaines difficultés. Oui. Ça va jusque dans la crise, OK? Oui, donc c'est ça. Mais à part, c'est ça, tantôt Dana nous disait, tu sais, comme il y a le contact, la connexion humaine, mais qu'est-ce qui différencie? Parce qu'il y a eu de l'intervention depuis longtemps dans les organisations sans but lucratif, communautaires à Montréal et ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire comme différence, mettons, majeure au niveau de l'approche avec justement cette approche-là de soutien intentionnel par les pairs? Je pense que la plus grande différence, c'est une des tâches qui est le tendre vers. Et c'est dans le tendre vers, on parle de ce qu'on souhaite dans le futur, de c'est quoi qu'on voudrait, nos désirs, nos rêves, nos aspirations. On tend vers quoi, là, c'est ça? C'est ça. Okay. Alors, il y a, comme dans la thérapie ordinaire, on parle souvent de nos bébites du passé, on reste vraiment prise vraiment dans cette histoire, dans nos histoires du passé et tout ce qui nous brasse. Alors, avec le tendre vers, on s'en va vers quelque chose de beaucoup plus positif, de quelque chose qu'on souhaite vraiment dans notre vie et qu'est-ce qu'on a besoin pour y arriver. Et qui donne un objectif, tu sais, c'est ça, d'avoir un objectif, ça nous aide des fois à s'améliorer ou à trouver des moyens, comment on va arriver à cet objectif-là, c'est un peu ça. Nous, on parle pas d'objectif parce que ça, c'est vraiment plus ce qu'on entend en thérapie traditionnelle. Les thérapeutes, les psychologues nous donnent les objectifs qu'on doit arriver à accomplir et ça peut être très stressant et peut être déprimant qu'on n'arrive pas à faire ça. Alors, on se donne pas d'objectifs. C'est moins fort de dire tendre vers, c'est ça, ça reste en action, ça reste, mais ça, comme tu dis, c'est moins peut-être stressant, là. Oui, bien, ça nous oblige pas. On est vraiment là juste pour qu'est-ce qu'on a besoin, nous, pour aller mieux dans le futur, qu'est-ce qu'on doit mettre comme exemple. Des fois, c'est juste de créer un espace chez nous qui est à nous et on met ce qu'on a besoin pour
avancer dans la vie, guérir. Alors, on remplit cet espace de bonté, de bien-être pour nous-mêmes. Avez-vous l'impression que, tu sais, la santé mentale, ça fait un bon bout de temps que, justement, les organisations ont pris la relève un peu des hôpitaux à une certaine époque, puis on a comme évolué, puis on a l'impression que c'est rendu plus raffiné, tu sais, les approches se diversifient, puis ce qui est une bonne chose, parce que longtemps, il me semble qu'il y avait comme une stagnation au niveau des organismes. On a l'impression, les dernières années, comme cette approche-là, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même encourageant, qui est positif. Tu sais. Mm-hmm. Okay. Ben, si je pourrais parler pour Prise 2, je vais sortir un petit peu du soutien intentionnel par les pairs. On est toujours à la recherche de trouver différents moyens pour que les personnes, quand elles sont accompagnées, qu'elles puissent guérir et qu'elles souffrent moins. Donc, les personnes peuvent passer des périodes de grande souffrance. Donc, c'est quoi les différents moyens? Fait qu'il faut toujours développer différentes perspectives. L'entraide, c'est une autre façon de regarder, c'est une autre façon d'accompagner qui peut être complémentaire à l'intervention à la psychothérapie. Si je regarde à Prise 2, qu'est-ce qu'on est en train de développer en ce moment? C'est IFS, Internal Family System. Je le traduis vers le français parce que c'est pas vraiment traduit vers le français, c'est le système des familles intérieures. Comment est-ce qu'on a différentes parties entre nous et comment on peut s'occuper de ces parties-là pour guérir. Donc oui, en tout cas, je sais qu'à Prise 2, on est beaucoup axé là-dessus à multiplier les approches Puis c'est les membres qui nous le disent. Tu sais, on est vraiment à l'écoute des membres. Est-ce que ça marche ou ça fonctionne pas? Donc, si je regarde, comme quand on développe le CIP ou IFS, c'est toute l'équipe de travail qui est formée. C'est tout l'organisme qui embarque dans cette démarche-là d'essayer une nouvelle approche. C'est beaucoup plus intéressant que justement d'avoir, peut-être autrefois, dans certains organismes, peut-être encore le cas, d'avoir comme quelqu'un qui dirige les choses, puis alors que là, t'as comme, il y a quelque chose qui motive. J'ai l'impression que les gens se sentent plus impliqués. C'est comme s'ils étaient à même de faire c'est pas comme s'ils sont à même de faire les décisions puis de proposer des choses, puis ils voient que ça se fait sur le terrain. C'est ça qui est intéressant aussi. Oui. C'est ça, ça doit être... Est-ce que les commentaires, le fameux feedback, est-ce qu'il est bon à date de cette approche-là? Parce que ça fait quand même c'est quand même assez récent de l'appliquer ici, mais... Oui, on est un groupe de 6 personnes qui fait partie de ce groupe d'entraide-là. Puis je dirais que ça nous a beaucoup donné la confiance. On se sent plus seul. Ouais. Tu sais, puis ça fait une grosse différence dans notre établissement quand on se sent plus toute seule. Ouais. En thérapie, ça finit 1 heure plus tard, c'est fini, t'es toute seule après. Mais on dirait que le groupe d'entraide, ça reste. Ça reste pendant les jours jusqu'à la prochaine rencontre. On sait qu'ils sont là si on a besoin. On se sent très supporté, là. Beaucoup plus pour moi, en tout cas, c'est de prendre notre pouvoir en main, puis de être avec d'autres personnes qui se comprennent, puis qui veulent aller mieux. Il y a vraiment, pour moi, une grande différence. C'est pas ce qu'on vient chercher dans le traditionnel psychologue qui connaît tout. Mm-hmm. Nous, on est l'expertise de notre propre histoire. Ouais. Et c'est comme ça qu'on avance. On partage nos histoires, puis on trouve où caler la richesse, puis comment s'épauler avec ça. Alors, ça change complètement l'ambiance, c'est ça. Ça change complètement l'approche. Ça change probablement l'attachement des gens. Tu sais. C'est probablement que les gens sont beaucoup plus... ils ont hâte peut-être d'aller dans les différentes réunions ou dans les différents... Parce qu'ils sentent qu'il se passe quelque chose, puis c'est dynamique. Tu sais, c'est motivant, puis c'est quand même positif, là. Ben, ils sont partie prenante. T'sais, le CIP n'existerait pas à Prise 2 si c'était pas tout le monde qui est derrière ça, commencer par les membres qui sont impliqués directement. Sans ça, il n'y a pas de CIP. Ouais. Puis là, après ça, il y a l'organisme, là, il y a la directrice, il y a les intervenants qui embarquent là-dedans, il y a le regroupement des ressources alternatives, il y a la recherche, Marie-Laurence Poirel. Donc, ensemble, on développe ça. Puis ça donne aussi différentes opportunités aux membres. Comme là, on a 3 membres qui sont des formatrices accréditées qui peuvent enseigner le CIP n'importe où à travers le monde. C'était vraiment un processus, c'était un cours très rigoureux. Donc, oui, c'est énervant, mais c'est valorisant d'avoir et de se dépasser. Avec le CIP, tu es obligé de te dépasser. Tu es obligé d'être en mouvement, puis souvent de tout le temps être créatif, puis de dire comment on peut améliorer. Puis c'est un peu l'amélioration continue qui est une bonne chose dans le milieu des affaires, mais dans le milieu humain, c'est excellent aussi. Et il reste 30 secondes à l'entrevue, ça va super vite, c'est super intéressant. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ce programme-là ou plus sur Prise 2? J'imagine qu'on peut donner le site web de Prise 2, Céline? Oui,
certainement. Donc, le site de Prise 2, c'est www.prise2, P-R-I-S-E-2, SM, santé mentale, sm.org. Ouais. Et si jamais il y en a qui sont anglophones, qui sont à l'aise avec l'anglais, ils peuvent aller vérifier le site américain d'où tout part. Okay. C'est www.internationalpeersupport.org. OK, bien merci beaucoup. Céline Cyr, donc intervenante entraidante chez Prise 2 et Dana Desjardins, membre de Prise 2, entraidante aussi et formatrice. Alors, merci beaucoup d'avoir été chez nous, puis on va s'en parler certainement dans le futur. Merci. À la prochaine. Merci à vous. Merci. Au revoir. De retour à l'équipe de Folie douce, ceux qui tentent de démolir les tabous au sujet de la santé mentale. De retour au micro avec le sujet débuté plus tôt, Pierre, les défis de la jeunesse en santé mentale que tu vas poursuivre. Oui, c'est d'après un article écrit par une dame du nom de Louise Maud de Rioux-Soucy. Et j'ai pris ça sur le site ledevoir.com. L'article s'intitule « Une jeunesse interrompue par ses défis en santé mentale ». Et à toutes les époques, il y a eu des défis au niveau de la jeunesse, mais spécialement maintenant, à cause des technologies, je trouve que ça vient rajouter une problématique qui n'était peut-être pas là autrefois. Là. Comme si chaque époque avait ses bons côtés. Avait ses bons côtés. C'est moins bon. Oui. Alors, Mme Rioux-Soucy nous dit 3 dossiers devront recevoir toute leur attention et celle du gouvernement bientôt. Le premier concerne l'utilisation des médias sociaux qui nourrit une dépendance excessive à la validation sociale, spécialement chez les filles. Les jeunes passant au moins 4 heures par jour sur les réseaux sociaux rapportent 2 fois plus d'anxiété ou de dépression que ceux qui y passent la moitié moins. Le second est lié à la montée en force du vapotage chez les jeunes du secondaire. Ceux qui s'y adonnent sont près de 2 fois plus enclins à rapporter des symptômes anxieux ou dépressifs que les autres. Le troisième est peut-être le plus surprenant. Le nombre de jeunes qui y travaillent a connu une progression spectaculaire, y compris chez les très jeunes. Pas moins de 54% des jeunes secondaires ont un petit boulot, tout âge confondu. Ils sont aussi plus nombreux que jamais à travailler plus de 15 heures. Le hic, c'est que ceux-là rapportent un peu plus souvent de l'anxiété ou de la dépression que les autres. Le projet de loi pour mieux encadrer le travail des enfants proposé par le ministre Jean Boulet ne pourrait pas tomber mieux. Interrogé en Chambre à propos de ces sombres statistiques en février 2023, le gouvernement Legault n'a pas cherché à nier la noirceur du diagnostic. Reste que la mise en place de mécanismes pour augmenter le bien-être des jeunes et les outiller avec des stratégies d'adaptation positive nécessitera d'énormes efforts que seule une mobilisation non partisane permet d'espérer. Je crois que le sommeil aussi, c'est un gros problème chez les jeunes. Tu sais, le fait d'utiliser beaucoup d'écran, tout ça, on dirait que les jeunes ont moins de sommeil, tu sais, en général. Puis ça aide pas, hein, le sommeil. On sait que ça aide à... C'est vrai que l'Internet, c'est 24 heures par jour. Oui, puis en ayant l'écran, on dirait que ça active trop le cerveau, puis là, le sommeil vient pas, donc les gens ont des problèmes de sommeil. Ça aide pas, ça non plus. Même, je pense que ça peut énerver des fois l'Internet. Surtout si on termine tout ça par des vidéos, tu sais, des vidéos de musique ou peu importe. Ça peut exciter des fois l'Internet. Un petit peu trop, Alors, d'après un autre article maintenant que j'ai trouvé sur Internet qui s'intitule « La santé mentale des jeunes au cœur de 2 années de pandémie ». Encore une fois, on voit que la fameuse pandémie, ça a eu des effets peut-être qu'on ne soupçonnait pas. On s'en doutait, là, on se disait peut-être le pire est à venir, puis on n'a peut-être pas vu encore toutes les ramifications de tout ça, mais effectivement, ça... Oui, alors j'ai pris ça sur le site qui s'appelle WIC. En fait, ça s'écrit OIIQ.org. Je ne sais pas si on prononce ça comme ça, mais c'est comme ça que ça s'écrit. Alors, Madame Jessica Rassi, qui est aujourd'hui professeure agréée à l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke, est entrée dans le métier il y a une 12aine d'années. Dès le début de sa pratique, elle a eu un coup de cœur pour la pédopsychiatrie, ce qui l'amène à s'intéresser aux jeunes aux prises avec des idées suicidaires. Elle veut comprendre et décide de se spécialiser en prévention du suicide ainsi que dans l'utilisation des technologies de l'information pour ces jeunes.
À l'École des sciences infirmières, Jessica Rassi a constaté de la détresse psychologique, de l'anxiété et des symptômes dépressifs chez les étudiantes et étudiants. Certains de ces jeunes montraient même des symptômes de stress post-traumatique à la suite d'expériences vécues dans leur stage. Dans le cadre d'une mise à jour d'une étude sur le suicide au Québec que Jessica Rassi a co-signée pour l'Institut national de santé publique, même constat, l'anxiété, la dépression et les troubles alimentaires ont augmenté durant la pandémie chez les enfants et les adolescents. Les taux de visite aux urgences pour idéation suicidaire et tentatives de suicide sont plus élevés que les années précédentes chez les jeunes Québécois et Québécoises. Madame Jessica Rassi nous dit une détresse chez les jeunes persiste. L'isolement social a affecté les adolescentes et adolescents qui sont à l'âge de l'amitié et des premières relations amoureuses. À l'école, les jeunes peuvent obtenir le soutien de leur père et se confier, et ils ont été privés de ces interactions. On constate aussi une augmentation des intentions suicidaires. Au cours de ces travaux de recherche sur l'utilisation des médias sociaux et des technologies, elle constate qu'au cours de la pandémie, les effets de ces outils n'ont pas toujours été négatifs. Ces derniers ont permis de contrer l'isolement social des jeunes en restant en contact avec leurs amis en cas de détresse ou d'obtenir des informations pertinentes en ligne. S'il y a une leçon à retenir de la crise sanitaire, c'est l'importance de la santé mentale et du rôle à jouer par les infirmières et infirmiers. L'une de leurs fonctions primordiales est d'évaluer la condition des patients afin de les orienter vers les ressources appropriées. La pandémie de COVID-19 a donc démontré que l'expertise infirmière en santé mentale est plus importante que jamais, surtout quand l'accès aux ressources dans ce domaine demeure insuffisant. En terminant, Mme Rassi nous dit « La crise a permis à plus de gens de parler de santé mentale. Il reste à trouver plus de moyens de l'améliorer pour la population. De plus en plus d'infirmières et infirmiers accompagnent des gens qui vivent avec des problèmes de santé mentale. » Bien, merci beaucoup pour ça. Donc, les défis de la jeunesse en santé mentale. Merci, Pierre. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Quelques instants avant de terminer ce rendez-vous radiophonique. Alors, merci beaucoup, Pierre, pour ton travail en régie. Bienvenue, mon cher. Également, merci pour tes espresso et espresso allongés où tu nous as parlé des défis de la jeunesse en santé mentale. Oui. Notre invité en début d'émission, en fait, c'est Martine Laurier, policière à la retraite. Elle nous a présenté son livre « De l'uniforme au désir d'en finir ». Nos invités en début de deuxième demi de l'émission, Céline Cyr et Déna Desjardins, étaient de la ressource prise 2. Elles nous ont parlé du soutien intentionnel par les pairs. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.